Good afternoon, everyone. Welcome to the 12 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. Good afternoon. Bon après-midi à vous, Innocène Azé. Mesdames et messieurs, bon après-midi à toutes et à tous. Merci de choisir une fois de plus Equinox Télévision pour vous informer. Le Premier ministre poursuit les consultations avec les chefs de mission diplomatique ce jour en marge du grand dialogue national annoncé par le chef de l'État. Hier, Joseph John Gouté a échangé avec les chefs des délégations régionales et municipalités. Tous ont émis le vœu de voir la crise anglophone être définitivement résolue. On fait le point dans ce reportage d'Emmanuel Diop et Gizogo. C'est un quasi-plébiscite pour la décentralisation qui ressort du Premier ministère comme proposition des régions pour sortir de la crise anglophone. Il est relevé que cette solution se trouve déjà dans la Constitution, mais qu'il faut bien la finaliser pour que la paix revienne dans le nord-ouest et le sud-ouest. Les solutions sont dans la Constitution. Que le gouvernement mette l'État unitaire décentralisé complètement en place. C'est la seule chose qu'on demande. Le problème revient à la régionalisation. Et que cela se passe. Qu'on donne l'autonomie prévue aux régions, les moyens prévus aux régions et le moins d'encadrement administratif possible. Pour sortir de la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest, c'est la mise en œuvre de la décentralisation. L'accélération du processus de décentralisation par la mise en place des conseils régionaux. Nous sommes persuadés que par la mise en place de ces nouveaux acteurs de développement local, le calme, l'ordre et la sécurité vont revenir dans la zone du nord-ouest et du sud-ouest. Cela d'autant que la partie anglophone a déjà fait cette expérience, à condition bien sûr aussi de mettre les moyens nécessaires. La partie anglophone de notre pays a connu cette autonomie administrative et financière avant l'indépendance de notre pays et pendant les premières années de cette indépendance. Il est tout à fait normal que nous revenons à ce système. Et je pense que si on le fait, c'est une chance que nous donnons à la paix. Il faut bien que les ressources suivent pour qu'il y ait une effectivité de cette décentralisation. Les textes sont bien écrits, les lois sont bien votées et promulguées, mais maintenant c'est la mise à disposition des ressources aux collectivités territoriales décentralisées. Cette issue permettra d'éviter des modèles peu adaptés aux réalités du pays, dont le poids croissant de l'extérieur. Nous écarter de ces systèmes qui ne correspondent pas, absolument pas à nos préoccupations. Parce que quand vous voyez dans un pays des ONG intervenir partout, ça veut dire que nous gouvernons mal. Les choses ne vont pas, c'est-à-dire les acteurs ne sont plus à la hauteur de la mise en œuvre de tous les programmes politiques économiques du pays. Une autre préoccupation qui remonte des régions, c'est celle de l'intégration que l'on souhaite nationale. Il s'agit d'un problème d'intégration nationale. Il s'agit pour chaque Camerounais d'être intégré dans la région dans laquelle il se trouve. C'est là le vivre ensemble. Et nous sommes dans une région où le vivre ensemble y est par excellence. En l'occurrence, Douala 2e, qui est la commune dans laquelle je vis, qui est une commune où le vivre ensemble est vraiment une réalité. Pour mettre toutes ces propositions en ordre pour des résultats efficients, il est espéré des choix judicieux quant aux participants au dialogue national. L'Ouest a beaucoup d'intérêt à ce dialogue. Il faut que des hommes et des femmes qui ont des cerveaux soient sélectionnés pour participer à ce dialogue, afin que toute cette situation soit dénouée, pour que la paix soit au Cameroun. Les régions du nord-ouest et du sud-ouest, principales concernées par la crise, sont encore attendues au Premier ministère. Évoquons à présent cette étude qui rend compte de la dégradation de la vie, la dégradation des conditions de vie dans la ville de Douala. La capitale économique du Cameroun est classée parmi les 10 pays ou les 10 villes les moins habitables au monde sur un échantillon de 140 pays enquêtés par le magazine britannique The Economist. Le Cameroun est pointé parmi les mauvais élèves avec les performances médiocres dans les secteurs sociaux, notamment Séverin Tchouban et Donald Brice Kamgan.
Dans le rapport que publie The Economist Intelligence Unit du groupe britannique des économistes, Douala apparaît dans la catégorie des 10 villes dites les moins habitables au monde. Sur 140 pays concernés par l'étude, la capitale économique camerounaise pointe à la 133e position avec une moyenne de 44 points sur 100. Une autre tirée vers le bas par la piètre qualité des services sociaux de base, la santé ou encore l'éducation font piètre figure, 25 et 33 points sur 100 respectivement. Douala a un PIB de 3 000 milliards de francs CFA. Et les experts disent pour que les besoins en infrastructure, les besoins en services sociaux, hôpitaux, écoles, machin, soient effectivement garantis et pris en compte, il faut consacrer au minimum 7% de son produit intérieur brut. Douala, c'est 3 000 milliards de francs CFA. 7%, ça fait 210 milliards de francs CFA. Or, quand on regarde, n'est-ce pas, tous les comptes administratifs, je veux dire les recettes engrangées au cours d'une année par les collectivités territoriales décentralisées, à savoir la communauté urbaine de Douala et les 6 autres communes, c'est à peine 54 milliards de francs CFA. Autre point faible de la capitale économique, les infrastructures de transport, d'assainissement, la récurrence des inondations ici explique cela. Il se trouve aujourd'hui que chaque habitant produit 0,80 kg d'ordures ménagères par jour. Ça fait à peu près 2000 tonnes. Et l'entreprise qui est chargée de l'enlever enlève à peu près 1500. Donc vous avez un reste important qui est abandonné dans la nature, qui est soit incinéré, et l'incinération des déchets ménagers produit des gaz dans lesquels vous trouvez des furans et du dioxine qui sont des gaz cancérigènes, soit abandonné dans la nature. Évidemment, à la moindre pluie, il y a des inondations. Le rapport indexe également la hausse du taux de criminalité à Douala, même si la rubrique stabilité est cotée à 60 points sur 100. Sollicité pour commenter l'étude, la communauté urbaine de Douala n'a pas souhaité s'exprimer. En Afrique, Douala est mal classé que Lagos au Nigeria, Alger en Algérie ou encore Abidjan en Côte d'Ivoire. Vienne, la capitale autrichienne, est la ville la plus habitable au monde. Damas en Syrie, la moins habitable d'après le rapport. En santé, les maladies cardiovasculaires continuent leur progression au Cameroun. Le mode de vie et les mauvaises hygiènes alimentaires sont autant de facteurs qui contribuent à leur croissance. Les cardiologues, à travers des campagnes de sensibilisation, tentent d'attirer l'attention des uns et des autres et s'expriment dans ce reportage que signent Farel Bounia et Gladys Dié. Les maladies cardiovasculaires font de la résistance au Cameroun. Malgré les multiples campagnes de sensibilisation, la prévalence est en hausse. Parmi les facteurs de risque, il y a l'hypertension artérielle qui est jusqu'ici la première cause de mortalité dans le monde et qui touche un Camerounais sur 3. Il faut savoir que la prévalence des maladies cardiovasculaires, notamment la prévalence de l'hypertension artérielle au Cameroun, elle est bien connue. Elle varie entre 35 et 47%, avec une moyenne environ de 37% pour la population adulte. Dans la population scolaire, en milieu scolaire, cette prévalence est également élevée puisque cette prévalence des maladies cardiovasculaires, notamment de l'hypertension artérielle en milieu scolaire, tourne autour de 19 à 20%. Ces maladies cardiovasculaires surviennent après 10, 15, 20, voire 30 ans d'évolution de ces facteurs de risque cardiovasculaire qui sont l'hypertension artérielle, qui sont le diabète, qui sont le tabagisme, l'obésité ou l'excès de cholestérol. Le mode de vie sédentaire des Camerounais contribue en grande partie à la progression des maladies cardiovasculaires. C'est en partie dû aussi à l'urbanisation. Donc l'urbanisation favorise un changement du mode de vie. Les gens font moins d'exercice physique. Les gens n'ont pas le temps de rentrer manger à la maison. Donc alors ils se contentent de manger en ville. Et des nourritures qui sont souvent trop salées, trop grasses. Tout ça contribue à la survenue et à l'entretien des maladies cardiovasculaires. La prévention, confient les spécialistes, reste la règle d'or. Il faut préserver son cœur et cela passe par des gestes simples à adopter au quotidien. La Société camerounaise de cardiologie a retenu comme thème des 7e journées du cœur « Mon cœur, ton cœur », avec tout au long de la semaine des dépistages et les 10 km du cœur dimanche au parcours Vita de Douala. Polémique autour de la nomination de Antonio Conceição à la tête des Lions indomptables du Cameroun.
Si le processus ayant conduit à sa désignation fait débat, quelques éléments de son CV sont également contestés par des observateurs qui avaient souhaité la nomination d'un entraîneur camerounais à la tête des Lions indomptables. Plus de précisions dans ce reportage de Rodrigue Ngassié à Exiré. Nommé à la tête des Lions indomptables le 20 septembre 2019, Antonio Conceição da Silva Oliveira a fait juste un flash au Cameroun le week-end dernier avant de repartir, laissant derrière lui des observateurs courroucés par le processus ayant conduit à son recrutement. Au moment où le chef de l'État prône le vivre ensemble, le grand dialogue national, on nous amène encore un sujet qui aujourd'hui disperse les Camerounais alors qu'il y a des valeurs au Cameroun qui peuvent occuper ce poste, qui ont déjà prouvé par le passé. Il suffit de leur faire confiance. Je dis, ceux qui ont fait cela sont vraiment à condamner parce qu'ils ont mis leurs intérêts en jeu. Ils n'ont pas mis l'intérêt du Cameroun et de son football en premier. Si le processus de recrutement du technicien des Lions indomptables du Cameroun est jugé bancal, son CV est également sujet à polémique. De l'avis de nombreux observateurs, Tony Conceição n'aurait pas remporté le championnat de Roumanie en 2008 comme il le prétend. Toute chose qui, si elle était vérifiée, donne du grand amour à ceux qui contestent sa désignation en appelant à la nationalisation du banc de touche des Lions indomptables. S'il est prouvé qu'il n'a pas été champion de Roumanie, donc il y a faux usage de faux, et cela est déjà valable pour qu'on puisse revoir ce recrutement qui, je vous dis vraiment, sort d'un autre monde. Ce n'est pas du monde du rationnel. Pourquoi pas prendre un ministre expatrié ou un président de la FECAFOOT expatrié? Pourquoi quand c'est le foot, on trouve que le Camerounais ne peut pas gérer, mais pour d'autres choses, ils excellent? Moi, je ne comprends pas cette mentalité rétrograde. Eugène Trika, ancien international roumain né en 1976, est présenté comme étant le technicien ayant effectivement remporté le championnat de Roumanie en 2008 avec le CFR Cluj. Si l'information était vérifiée, là aussi, le recrutement de Tony Conceição, pensent les observateurs, serait le résultat d'un arrangement entre le MINSEP et la FECAFOOT que l'on veut noyer à travers une supposée menace de la FIFA contre le Cameroun. On nous dit, selon certaines sources, depuis quand la FIFA écoute dans les bars et pour selon certaines sources, il nous est revenu que quand vous lisez ça, vous savez d'où ça sort. Il fallait dire que suite à votre plainte, vous de la fédération, comment on peut dire selon certaines sources, vous voyez donc que tout ça est cousu de fil blanc? Ça, je n'y crois pas. C'est la même rengaine habituelle et comme l'État aime baisser la culotte à chaque fois qu'on menace, il n'y a aucune suspension. Là, vous voyez avec quelle docilité cette FECAFOOT s'agenouille devant toutes les décisions que le ministre prend ces derniers temps. Vous ne savez pas qui anguille sous roche dans tout ça? Pour l'heure, ni le MINSEP ni la FECAFOOT ne souhaitent s'exprimer ou commenter ces informations. Chacune des deux institutions nous renvoyant au communiqué annonçant ou constatant la nomination de Antonio Conceição da Silva Oliveira comme entraîneur des Lions indomptables du Cameroun. Un public reportage dans ce journal. L'Institut universitaire du Golfe de Guinée mise sur l'assurance qualité. Après la mise sur pied d'un service dédié à l'assurance qualité, l'IUG vient d'organiser dans l'amphi 700 de son campus B un séminaire de formation conduit par le professeur Broussile Meto, expert accompagnateur de l'Agence universitaire de la francophonie. Formation qui vise à renforcer les capacités des étudiants en vue d'un meilleur encadrement des étudiants. Reportage. La qualité, un concept au cœur des préoccupations de l'Institut universitaire du Golfe de Guinée depuis 1993. L'IUG, dans un souci d'amélioration constante, met un point d'honneur sur l'assurance qualité en vue de respecter les engagements pris auprès de la communauté éducative, surtout des parents et des étudiants. Après avoir tenu le conseil de l'université, après avoir tenu l'assemblée générale de rentrée, après la distribution des cours aux enseignants, il était important que ce séminaire sur l'assurance qualité vienne parachever cette panoplie de mesures qui vont permettre de couvrir une année académique sereine, pleine de succès pour les étudiants. L'intérêt pour le personnel, c'est d'abord la formation. L'assurance qualité est une mesure importante. L'étudiant qui vient à l'Institut universitaire de Golfe de Guinée est rassuré
d'aller dans un établissement déjà républicain, ensuite qui applique les règles mises en place par le ministère de l'Enseignement supérieur. Il aura les meilleurs cours, il aura les meilleurs enseignants. Pour respecter les standards internationaux en matière d'assurance qualité dans l'enseignement supérieur, l'IUG a fait une demande auprès de l'Agence universitaire de la francophonie pour obtenir d'elle l'accompagnement d'un expert en assurance qualité pour une auto-évaluation. L'Institut universitaire de Golfe de Guinée a décidé de s'arrimer à la démarche qualité. Et pour ce faire, l'Institut universitaire de Golfe de Guinée a choisi de se faire évaluer sur la base des référentiels du CAMES, adopté de commun accord par l'Agence universitaire de la francophonie. L'objectif visé par les 5 jours de formation dont a bénéficié l'ensemble du personnel de l'IUG est d'évaluer la qualité de l'enseignement et le résultat sur les étudiants qui y sont formés. C'est d'abord la recherche d'une sorte de label pour un établissement d'institut privé d'enseignement supérieur que d'emprunter le chemin de l'assurance qualité. Ça veut dire que l'Institut universitaire du Golfe de Guinée cherche en fait la voie de l'excellence, qui est la voie visée par toute institution de formation. Et donc la formation qu'ils vont recevoir au sein de cette institution-là sera une formation de qualité, une formation qui va viser des compétences dignes d'être directement opérationnelles sur le plan de l'emploi. Fondé en 1993, l'Institut universitaire du Golfe de Guinée est un groupe de 3 établissements d'enseignement supérieur basés dans le même campus à Bassa-Douala. Spécialisé dans les domaines du commerce et de la gestion, de la communication et de l'information, de l'industrie et des nouvelles technologies et de la formation paramédicale, elle est l'une des plus importantes institutions privées d'enseignement supérieur au Cameroun. Toutes ces formations ont un caractère international, tant par le contenu de leur programme et de la qualification du corps enseignant que de l'implication des organisations et des entreprises nationales et multinationales qui participent à l'encadrement des étudiants à travers les échanges, les offres de stages académiques et les stages pré-emploi. Le choix de l'une de ces spécialités est pour chaque étudiant un accélérateur déterminant de carrière. La deuxième partie de ce journal est en langue anglaise avec vous, Innocent Azé. Good day once again. Thanks, Julian. Good day to you and to our viewers. Good afternoon. Thanks for staying with us. Consultations continue at the Star Building in the nation's political capital. And today, the Prime Minister, John Bouteh, will be meeting with members of the diplomatic corps. Yesterday, he equally held consultative meetings with members of local government authorities who all hailed the efforts made by the head of state, Paul Biya, to solve the Anglophone crisis, that is, creation or putting in place of the dialogue that will take place from the end of this month. And they believe that with the proposals being drafted, the Anglophone crisis and other issues Cameroon is facing will certainly come to an end. And in the related story, we're talking in the northwest region of the country now about the consultative meeting that equally held, chaired by Northwest Governor Adogdele Lafik, grouping other peoples of various walks of life. And during the meeting, they said that the form of the state, ceasefire, and equally release of all those arrested and detained in connection with the Anglophone crisis should feature on the agenda. And the meeting was chaired by Governor Adogdele Lafik alongside the Senior Divisional Officer from Omo Division. Details with Smanjuk Angeber. The Northwest region is one of the areas that has been greatly affected by the Anglophone crisis. With the announced national dialogue by President Paul Biya, many think that will be a leeway to end the 3-year-old crisis. At the Northwest Regional Governor's Office this weekend, the Northwest Governor chaired a 3-hour pre-dialogue meeting before the presentation of their proposals to the Prime Minister and Head of Government. It should be without any discrimination, without any hatred. We should have a free mind and a free will to talk. We should not discriminate, and they should do their best to see that the people that are the front fighter, they should be liberated so that we can have a free heart. We should be sincere, we should be truthful,
We should look at the root causes of the problem in order to have a lasting solution, so that what we're experiencing now should never repeat itself again. And while we continue to hope and pray that the dialogue will be successful. The auxiliary bishop of the Bamenda Archdiocese, however, calls for restraint from both the separatist fighters and the military. It is important for those who are involved, especially with the exchange of arms, the fighting and the shootings and the killing. I mean, the Amber fighters, the military people, they should all change their approach to respect human life and the dignity that goes with human life, and to make sure that the population is living in peace, and that each and every one of us should give our own contribution so that the dialogue that is being organized should be successful. Northwest Governor is hopeful that at the end of the dialogue in Yaoundé, the population will be satisfied. A dialogue is well when it is well prepared, and we are preparing it well. We are long started preparing it, and from the education I'm observing, if we are quite sure that we are well prepared in our region, I'm hoping that the resolution will arrive after the dialogue in Yaoundé will be up to the expectation of the population and table to the head of states, who finally will look for a solution through the institution of the Republic. In Momo Division, support to victims of the crisis, review of the form of state, third party to serve as a mediator, and a neutral ground for the dialogue were part of the 20 points tabled before the senior divisional officer Absalom Monono in his pre-dialogue meeting. The meeting ended with the selection of 10 persons, 2 from each subdivision and other representatives from armed groups and forces of law and order to represent the division at the national dialogue table. That is acceptable to all. And still regarding the Grand National Dialogue, among several things, the population of the Nyong-Ankele division of the central region of the country are requesting that bilingualism should be strengthened such that English and French languages are perfectly written, understood, and equally spoken by all Cameroonians. Equally, infringement of some government officials who violate laws, and that's meant, or laws that are meant to govern all. And these are some of the proposals that were made during a divisional consultative meeting. That's the Nyong-Ankele division of the central region of the country. More in the following report. The people of the Nyong-Ankele division of the central region do not want to be excluded from the national dialogue due to take place in the days ahead. They meet in a consultative meeting headed by the senior divisional officer to draft proposals and form a delegation to represent the Nyong-Ankele division at the consultative meeting coordinated by Prime Minister Joseph John Guti ahead of the Grand National Dialogue. My proposal is that bilingualism be strengthened in Cameroon for English and French to be well spoken and written by all to avoid a language problem. Laws should be respected by all, with government authorities showing clear example. That's to say, government should not violate the laws and punish mere citizens for similar offense. Each and every one, irrespective of position or class, was given the opportunity to speak. Faire éclater le dialogue. Robert Bapoliport, elite of the Nyong-Ankele division, hails the initiative and believes it will solve the Anglophone crisis and other issues of social life all over Cameroon. Qui sont aujourd'hui posés quant à la gestion de la paix dans nos deux grandes régions du nord-ouest et du sud-ouest. It is wish of the population of the Nyong-Ankele division to see their proposals taken into consideration and administered the problems so that Cameroon gets back on its rails to attain its 2025 emergence vision.
And political actors in Cameroon have described the modus operandi ahead of the Grand National Dialogue as a thing that will be a failure to them. It will be a failure if government continues to handpick those who participate in their pre-consultations and equally the dialogue itself. Fomi Armstrong Standard reports. While pre-consultations are ongoing ahead of a Grand National Dialogue announced by President Paul Biya, political actors of the opposition and ruling class have continued to question the modus operandi in the process to find lasting peace in Cameroon. Speaking on Douala Response on Equinox Television on Sunday, September 22, 2019, Barrister Roland Jewo of the Cameroon Renaissance Movement political party said the upcoming dialogue will end up like an extraordinary congress of the ruling CPDM party because the government has decided to handpick its kind of participants from among the affected population. He does not believe it is an inclusive dialogue. Du RDPC. Parce que si les représentants qu'on choisit, c'est ceux qu'on veut voir. His CRM political party think nothing good will come out of this dialogue. The Social Democratic Front's party of Nijon Fundi on its part think the much-awaited dialogue has lost its grounds given the questionable premise. Barrister Sapi Lavaze of the SDF say no true and meaningful dialogue can be engaged without a ceasefire. Convoque un dialogue national pendant la guerre. Alors que les Camerounais continuent de mourir dans le sud-ouest. The legal mind recalls that people are still being killed in the northwest and southwest regions at a time when the nation is singing the dialogue song. The CDU party of Dr. Adamu Damjoya, represented by its national vice president Sam Bakar, say the dialogue announced by President Paul Biya should be used by Cameroonians to correct the errors of the 1991 tripartite, which according to him have been poorly implemented. The 1991 tripartite, according to Barrister Lavaze, was used to dupe Anglophones. Lavaze says Anglophones wanted a return to federalism in 1991, but were chased out of the conference by a top Cameroonian government official. Juste parce que ils avaient évoqué le sujet de fédéralisme, ces anglophones ont été exclus de cette conférence. The ruling CPDM party, to an extent, is okay that the 1991 tripartite resolutions have not been fully implemented, but believe things have changed and an advanced decentralization will address the problems in the northwest and southwest regions. These cross views of political actors had a central concern: the best method to adopt in the process to bring back peace in Cameroon. The panelists on diverse issues agreed that the Cameroonian people in their large majority should be fully implicated in the dialogue process from primo to finitum, so that the resolutions are understood and embraced by all for peace forever in Cameroon. And pressmen and women practicing in the two English-speaking regions of the country hit by an armed conflict have been challenged to be impartial and, in a nutshell, professional while executing their duties. And this was echoed during a come-together in Limbe. The journalists were brainstorming on issues related to press freedom and equally access to information by journalists. Details with Hermine Luga. Scared of the unknown, journalists in Cameroon today prefer treating non-controversial issues, for instance, reports on health, education, sports, amongst others. According to the pressmen, it's recurrent since the outbreak of the crisis in the troubled regions to be intercepted by administrative authorities, as they say for journalists to report politics and issues concerning the delicate third Anglophone crisis means being daring. What we face is the apt knowledge on how to cover conflict first. Secondly, we have serious confidence or trust issues from both parties involved in conflicts who consider journalists as threats or as enemies. There is a tendency for those involved in the conflicts to want to get journalists to report the stories from their perspectives. And then there is the issue of security. It is difficult for the security of journalists to be guaranteed in times of crisis because maybe there are no laws that actually defines the way journalists should function in times of crisis. To avoid unforeseen circumstances, pressmen have been drilled this recent years on how to handle fair and balanced reports by avoiding hate speech in moments of crisis. So we think that
if there is need, there should be a revision of the 1990 laws, especially with respect to the aspect of public authorities to be able to give us information when we need them. As a recommendation, more and more training should be organized so that journalists could be trained, refreshed, so to understand what conflict reporting is all about, responsible reporting is all about. Irrespective of this, what's in between the desire to dish out factual information to the public and that of obeying administrative exigencies, the number of journalists today in Cameroonian prisons with respect to the ongoing crisis is considered alarming. And that's it for this edition of the 12 p.m. Bilingual Newscast. Thanks so much for watching. And the rendezvous should be at 4 p.m. today. Vous l'avez dit, Innocent Azé, le prochain rendez-vous d'information, mesdames et messieurs, c'est lorsqu'il sera 16h sur cette même antenne. Merci d'avoir suivi cette édition bilingue du journal.